Sarakawa. Dans un fracas épouvantable, le DC-3 termine sa course en pleine brousse, un bon kilomètre avant la piste de fortune où il était attendu. Il est 15h37. Nous sommes le 24 janvier 1974. L'avion est réputé increvable. La veille, invité au palais du gouvernement, le président Eyadema, mon compagnon d'armes, m'avait averti de ce vol devant nous amener au nord du pays. Il redescendrait par avion et avec mon épouse, je devais revenir en voiture par étapes pour rencontrer des responsables de jeunesse dans les différentes circonscriptions administratives d'alors. L'attaché militaire français auprès de la présidence togolaise nous invitait à déjeuner chez lui pour nous accompagner à l'aérodrome et nous y présenter en vue d'un vol prévu à 14 heures précises. Une visite inattendue nous mise en retard et lorsque nous arrivons au pied du DC-3 de l'armée de l'air togolaise, celui-ci est fermé et le pilote ouvre sa vitre latérale pour échanger quelques mots avec le commandant de l'air. Je ne connais pas encore le Togo, mais je sens que nous approchons lorsque nous survolons à faible altitude la ville de Kara, au-dessus de laquelle le pilote effectue un virage à gauche pour se diriger vers le lieu-dit Sarakawa où nous devons atterrir. L'avion fait 2 ou 3 battements d'ailes en signe d'accueil au moment où il survole la piste, au bout de laquelle sont groupés quelques officiels venus accueillir le chef de l'État et sa suite. Puis il amorce aussitôt un virage sur l'aile vers sa gauche pour remonter la piste avant d'effectuer le dernier demi-tour le mettant dans l'axe de la descente. Ce premier virage est fait de manière si brusque que je renonce à filmer l'arrivée. Dans la remontée de la piste, l'avion s'étant remis à plat, je sens la remise des gaz. Nous dépassons la fin de la piste que j'ai maintenant sur ma droite, et aussi brusquement que la première fois, le pilote opère un nouveau virage sur sa gauche pour prendre l'axe et entamer la dernière descente. Instinctivement, en posant ma caméra au moment du premier virage à 90 degrés, j'avais resserré très fort ma ceinture qui était restée négligemment attachée depuis le départ. Cependant, l'ambiance est fort détendue à bord et personne ne se doute que l'impensable va se produire dans la minute qui suit. L'ordonnance du président que tout le monde appelait De Gaulle, vu sa grande taille, avait servi une bouteille de bébé à chacun, la fameuse bière du Bénin, et nous la tenons encore à la main en discutant de tout et de rien. Le président me disait qu'il allait me montrer chez lui le document transpercé d'une balle qu'un de ses gardes lui avait tiré dessus au moment où il le passait en revue. Premier d'une longue série d'attentats. Je suis à ce moment-là très fortement incliné vers le hublot et j'ai sous les yeux l'extrémité de l'aile gauche de l'appareil. Le virage, cette fois, est de 180 degrés. Un sentiment de doute s'installe doucement en moi, et je dis doucement, par contraste avec la brusque accélération qui se produit ensuite. C'est que j'ai l'impression que le pilote ne redresse pas l'appareil comme je m'y attends normalement. Ce sentiment se trouve brutalement confirmé par notre approche soudaine du sol, puisque nous avons amorcé la descente dans une courbe qui n'en finit plus. Je tourne la tête au maximum sur ma droite, vers l'avant, pour voir où le pilote nous emmène. Au dernier moment, dans une même vision, ce n'est plus nous qui allons vers le sol, mais le sol qui arrive sur nous. Je veux prévenir les autres. Si proche de moi dans l'espace clos de la Caroline, mais si loin de mon effroi, tout à leur conversation et à leur sentiment de sécurité qu'ils seront gardés jusqu'au bout. Ma tête, que je tourne aussi vite qu'on tourne une tête, interrompt sa rotation à mi-course.
Je n'ai même pas pu arriver à dévisager ma femme, pourtant assise à mes côtés. Inexorablement, le temps n'ayant pas suspendu son vol, ni l'appareil sa progression, la roue gauche heurte le sol à son tour. Mon bras droit est violemment projeté en avant, propulsant mon avant-bras par un effet de levier, le poignet s'écrasant sur mon arcade sourcilière gauche. La lourde masse de l'appareil a perdu tout effet d'apesanteur. Un vacarme indescriptible, mêlé d'une poussière rouge et accompagné d'un tohu-bohu d'apocalypse, occupe tous mes sens. Et puis plus rien qu'un silence de mort. J'ai donc eu le temps d'envisager notre mort collective, et je l'avais naturellement imaginé dans un immense brasier, sans espoir d'en réchapper pour personne. Le sentiment de solidarité dans la mort avait été aussi total que cette dernière avait été candidement acceptée. De ce silence de mort, je prends tout doucement conscience, tout d'abord en ressentant un endolorissement généralisé. Et ce silence persistant, étouffant, d'une neutralité impitoyable, pas le moindre soupir, aucune plainte ni gémissement qui pourrait me suggérer une présence de vie, d'une autre vie que la mienne, que je viens de récupérer. Dans mon état semi-comateux, je réapprends les gestes élémentaires, faisant l'inventaire de ce qui veut bien fonctionner. Voilà, je suis vivant, mais aveugle. Être en vie, mais tellement agréable que je m'accommode fort bien pour l'instant de la perte de la vue. Donc je suis en vie, tout va très vite maintenant. À quatre pattes, et avec mille précautions, je me dirige vers une vague lueur qui filtre à travers ma paupière droite. Je suis enfin dehors. Pour le coup, je me redresse et c'est là que je prends conscience des fortes vapeurs d'essence. Voilà, l'avion n'a pas explosé dans le choc, mais cela ne saurait tarder. Vite, il faut faire vite maintenant. Je retourne donc vers la déchirure d'où je suis sorti, et bien sûr, je tombe sur le ministre Yahya Malou, qui était en face de moi pendant le vol. Cet excellent homme avait été l'élève de mon père au collège protestant de Lobé dans les années 50, et j'avais souvent entendu parler de lui. Il était ministre de l'Éducation nationale. Je l'avais d'ailleurs rencontré au cours d'un repas à Paris à l'invitation du président. Il est prostré sur son siège, immobile et silencieux. Comme les autres, il ne s'est aperçu de rien, n'a rien vu, rien entendu, rien senti. En passant devant le nez du DC-3, pauvre carcasse déchiquetée mais encore en forme, j'aperçois le corps du commandant de l'air pendant hors du pare-brise, la tête en bas, les jambes restées coincées dans les débris du cockpit. Cet honnête homme était mort sur le coup, propulsé à travers le pare-brise en glissant sur le corps des pilotes eux-mêmes décédés et restés coincés dans leur tableau de bord. Le commandant avait en effet effectué le vol dans la cabine de pilotage, venant de temps à autre nous informer de l'avancement de notre progression. À nouveau à quatre pattes, j'avance au milieu d'un amas de valises, sacs, armes de tout calibre. Je repousse une cantine et je dégage un dossier de siège plié vers l'avant. La voix d'Eyadema se fait entendre. « Qu'est-ce qui arrive ?» Je lui dis que nous venions d'avoir un accident. Il se redresse, dégrasse sa ceinture et disparaît un moment à grandes enjambées dans la végétation. Je retourne aussitôt rechercher le ministre Alidou Jafalou, commandant de gendarmerie et ministre de la Santé. Il était aux côtés du président pendant le vol, il se plaint de l'épaule. Je vois également un ministère de l'escorte se dégageant de l'épave et demandant « Le patron, où est le patron ?» C'est à ce moment seulement qu'arrivent en pleurant les quelques personnes qui devaient accueillir le président Eyadema à son arrivée. Ils avaient vu l'avion les survoler, remonter la piste, faire son demi-tour et soudain, un grand bruit de ferraille fracassant les arbres et arbustes, raclant le sol caillouteux dans un formidable nuage de poussière, 1 kilomètre en contrebas. Le temps passé de l'agréable bavardage
à la stupeur absolue, nos quelques notables locaux, dont le regretté Amélie, prennent leur véhicule et rejoignent le lieu de la catastrophe par la piste enherbée, puis à travers quelques dizaines de mètres de broussailles, demandant à leur tour « Le président, où est le président ?» Le croyant mort, étant donné le silence absolu, enveloppant la sinistre scène. Et Yadema revient soudain de sa promenade de santé, le visage ensanglanté et boitillant, ayant une blessure à la cheville. « Pourquoi pleurez-vous » leur demande-t-il, dans un langage messianique. « Je suis là !» Puis après avoir pris des nouvelles et donné ses ordres pour la recherche d'éventuels survivants, il demande qu'on le conduise à Pia, son village natal, distant de quelques kilomètres, refusant d'aller à l'hôpital de Cara. Dès son départ, je laisse les officiels faire leur travail et je me remets à la recherche de ma femme. Bientôt, j'apprends que tout le monde a été identifié. Il y a 4 morts sur le coup, 3 autres personnes décéderont dans les heures ou la semaine qui suivent. Mais seule Catherine manque à l'appel. Les militaires ont retrouvé et extirpé de l'épave tous leurs amis, mais de femmes blanches, point. Je suis surpris de ne l'avoir pas vu au niveau des ministres et du président, mais à force de progresser à tâtons dans ces débris informes, où tout a valsé dans tous les sens au moment du choc tourbillonnaire, je ne sais plus où est l'avant, l'arrière ou les côtés. À un moment, je crois distinguer la salle, tous les sièges n'ayant pas été arrachés. Je remonte dans un sens, et c'est à 4 pattes que je me trouve nez à nez avec Catherine qui est prostrée. Tête pantelante, baissée, dos complètement avachi, ne me montrant que le dessus du crâne. Avec 1000 précautions et plein d'appréhension quant au résultat de mon geste, je lui repousse très légèrement l'épaule gauche en arrière. Cela lui arrache un soupir, puis la lancinante question « Qu'est-ce qui arrive ?» Je lui donne la même évidente réponse qu'aux autres. Comme eux, elle ne s'est aperçue de rien et attendait dans un état de choc, inanimé, sans réaction. Aussitôt, elle a une pensée pour Delair, la seule personne qu'elle connaissait un peu à bord. Petit à petit, par un miracle, comme seule la brousse africaine peut en produire, tout le monde est évacué vers l'hôpital de Cara. Triste spectacle. Dans la nuit, des délégations se succèdent. Venues par la route de Lomé, la nouvelle de l'accident s'étant répandue comme une traînée de poudre. D'abord, messieurs Laclé et Nivedor, 2 barons du régime, puis quelques fortes nanavens, ces riches négociants en tissus, régnant en maîtres sur le grand marché de Lomé et le commerce en général. Les uns et les autres ne font que passer, leur intérêt principal se portant sur le président et Yadema, nous les dirigeons vers Pia. Voilà l'histoire de Sarakawa, telle qu'elle s'est passée en cette journée du 24 janvier 1974.